Bonjour Michael, je suis très heureux de te recevoir dans l'émission Oser l'inspiration et je te remercie de ta présence. Oui, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. C'est un plaisir partagé, oui. Alors je regarde mes notes parce qu'à 39 ans, tu es quelqu'un qui a déjà vécu plusieurs vies, en une seule d'ailleurs. Cuisinier, pizzaiolo, prof, surveillant, comptable dans une casse auto, formateur en prévoyance, restaurateur, informaticien. Et je pense que j'en oublie, mais voilà, c'est une belle liste. Et aujourd'hui, tu prépares une aventure humaine et sportive incroyable, super obèse, comme tu te qualifies. Tu pars pour un périple de 10 000 kilomètres à vélo. Tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. Jeune homme, jeune adulte, tu vis une histoire amoureuse et tout bascule. Que s'est-il passé? Ben, je pense comme beaucoup de jeunes, je me suis attaché à une jeune femme à l'époque. J'étais très amoureux et puis donc je pensais même que c'était la bonne et puis malheureusement, bah, comme ça arrive souvent, il y a une rupture et j'ai très mal vécu cette rupture-là et en quelques mois, j'ai pris beaucoup de poids, j'ai pris 40 kilogrammes, Mmh. en 3 ou 4 mois, et ça a été mon premier gros choc émotionnel, qui m'a fait comprendre qu'il y avait quelque chose qui se passait. D'accord, ouais. Ouais et si j'ai compris, tu lis en 3 4 mois, tu as pris, 40 kilogrammes, mais tu passes plusieurs mois dans ta chambre, triste, tu dors mal, tu manges beaucoup, voilà et tu m'as dit que tu as le profil de ceux qui mangent leurs émotions. Exactement, exactement. En fait, ce qui se passe pour moi, c'est que, je me suis rendu compte que, quand ça allait pas, il y a que la nourriture qui me permettait de passer à autre chose. Alors je l'explique pas vraiment, heu, on peut imaginer que c'est une façon de déplacer le mal. Plutôt que d'avoir mal au cœur, on a mal au ventre. Mais en réalité, quand je mange pas, je reste dans cet état de tristesse vraiment longtemps et il y a que la nourriture qui arrive à me sortir cet état de tristesse. D'accord, et du coup, tu vas passer de 70 kilogrammes, bah, poids normal, à 110 kilogrammes, qui commence à être un poids assez conséquent et à ce moment-là, comment tu le ressens? Déjà 110 kilogrammes physiquement, tu te sens bien? Tu te sens pas bien? Comment tu es? Comment tu Alors le vis? effectivement, alors je me sentais très bien. En réalité, je me sentais très bien parce que, je fais pas partie de ces gens qui apportent une très grande importance à l'apparence extérieure. Ce qui fait que, bah, ça me dérangeait pas vraiment d'avoir pris du poids. Je me sentais très heureux, j'étais très actif dans la vie, et à part cet accident de parcours, je me sentais, très bien et donc je le vivais pas mal, d'avoir pris ce poids-là à ce moment-là. D'accord, et quand tu étais enfant, tu étais quelqu'un qui avait déjà, une tendance au surpoids? J'ai l'impression que non, parce que 70 kilogrammes quand tu étais, jeune adulte, un poids normal. Mais, voilà, toute ton enfance, pour toi, il y avait pas de, Non, il y avait vraiment rien qui ait pu faire penser à ce que je puisse avoir des comportements comme celui-ci parce que en termes de santé, j'avais une très bonne santé. Alors j'étais un petit peu rond, peut-être un petit peu plus rond que mes camarades en moyenne, mais j'étais pas, le cliché du petit garçon un petit peu trop fort. J'aimais beaucoup le sport, j'étais très actif. Donc vraiment, il y avait rien qui pouvait faire imaginer qu'un jour, je serais en surpoids important. d'accord, ouais, et d'accord, donc finalement, un parcours, une enfance classique, je vais dire, ouais, et tout à l'heure, j'ai listé, une belle quantité de professions, différentes et tu avais, elles sont enfin, certaines de ces professions sont en rapport avec ta formation? Qu'est-ce que tu avais fait en tant que en tant qu'étudiant? Ouais, moi j'ai un bac+3, j'ai une licence en droit éco-gestion. D'accord. Donc c'est plutôt la gestion d'entreprise, la comptabilité, ces choses-là. Voilà, donc quand tu étais comptable dans une casse auto, c'est ça, c'est ça, ça représentait vraiment ton activité. C'est bon, de base, ouais. OK, et tu m'as dit aussi que tu aimes beaucoup les villes de Niort, au point un jour de refuser un emploi à Écrans. Oui, effectivement. Quand je suis arrivé sur le marché du travail, il y a eu un moment donné où, on m'a proposé un travail, je crois que c'était dans le Jura, je me souviens plus ce que c'était exactement comme travail, mais, à l'époque, c'était payé super cher, pour ce que j'avais l'habitude. C'était plus de 2 000 € à une époque où le SMIC était à peine plus de 1 000 €. Donc c'était vraiment énorme, mais ça sous-entendait de partir de Niort et ça pour moi, à ce moment-là, j'étais pas prêt du tout, j'ai toujours été très attaché à ma ville, donc j'étais pas prêt à partir du tout, donc j'ai préféré refuser. L'argent n'a pas été plus fort que l'amour pour ma ville, Et d'ailleurs, l'amour pour ta ville, comme tu dis, il y a eu toute une période où tu as mis, des choses en place justement pour animer la ville de Niort.
Ouais, Tu faisais quoi effectivement. alors? Tu as fait quoi? Bah, il y a toute une période effectivement, j'avais créé Near by Night. Near by Night à l'origine, c'était un projet, pour promouvoir ce qui se passait à Niort et pour organiser des choses et donc j'ai organisé, à la grande époque, des grands événements publics, extérieurs, des flash mobs, des free hugs, tous ces trucs qui se faisaient en extérieur, avec les vidéos qui buzzaient pas mal dans les années, 2010 et bien à Niort, j'en ai organisé pas mal, ouais. D'accord, OK, ouais et tu faisais aussi de l'événementiel en parallèle, c'est ça? Ouais. Ouais, tac, que tu organisais? J'ai organisé des soirées étudiantes surtout, Soirée qui ouais, parce que c'était l'âge, voilà donc forcément, et puis ça a joué dans le côté, de d'animation de la ville, d'essayer de faire bouger les choses et ça me plaisait bien et puis, ça rendait les gens heureux donc c'était plutôt chouette, ouais, quoi. OK, ouais. Donc déjà quelqu'un qui bouge beaucoup. C'est déjà compris, ouais et et donc oui, tout à l'heure, j'ai cité cette liste de différents emplois. C'est qu'au début des années 2010, tu as un peu marre de pas vivre, vraiment de ton activité, notamment l'animation. Tu fais des choses sympas, mais de là à générer un vrai revenu, en tout cas suffisant, ça fonctionnait pas tout à fait et donc tu es parti sur d'autres jobs. Et tu as notamment répondu à une annonce où on demandait d'aller être présent le lendemain matin à 8h. Exactement. C'était quoi? Alors c'était un restaurant, un peu chic, c'était le restaurant L'Adresse à Niort, qui cherchait quelqu'un en urgence, il cherchait un commis de cuisine, et moi à ce moment-là, j'avais pas d'expérience en cuisine, je me souviens avoir vu ça en fin de journée, il était peut-être 18 ou 19h et je vois, «Si vous pouvez être là demain à 8h, téléphonez-nous et on vous prend direct» et je l'ai appelé, il m'a dit: «Tu peux être là demain à 8h?» J'ai dit: «Oui». Ben, c'est comme ça que j'ai commencé la cuisine dans un restaurant comme L'Adresse, ben, on apprend vraiment et puis dans les règles de l'art, quoi. On apprend vraiment les choses. Ça a pas duré très longtemps, mais je pense que j'ai appris plus, dans cette entreprise-là que dans n'importe quelle autre après, hein. D'accord, ouais. Ouais et ça a pas été trop dur de t'adapter tout de suite, enfin le lendemain matin? Ah si, si, c'est la cuisine, c'est exigeant. En plus, le chef, il est perfectionniste. C'est aussi pour ça que son restaurant a cette réputation-là et que c'est aussi bon. Mais c'est vrai que, il fallait y aller. Alors évidemment, étant, la personne n'ayant pas d'expérience, il me mettait sur les choses les plus simples, Mmh mais c'est vrai que c'était exigeant, c'était exigeant. et ça t'a plu? Ah oui, ah moi j'ai un très bon souvenir. Je pense pas que j'aurais fait ma carrière là-dedans parce que, je préfère quand même mon métier, mais c'était extrêmement intéressant, hein. Mmh, d'accord, ouais, ouais et donc tu vas, enchaîner les boulots jusqu'à un jour trouver un emploi stable, en tout cas plus stable, dans une mutuelle où tu te sens très, très bien. Donc pour ne pas la citer, c'est la Massif, hein? Oui. Parce que le hasard de la vie a fait que pendant un temps, on a été collègues. Exactement. Et tu tiendras aussi donc parce que tu as travaillé dans un restaurant, mais tu m'as dit aussi que tu avais tenu un restaurant, Oui. voilà et tu c'est une activité que tu mènes de front tout en étant également salarié à la Massif. Alors est-ce que c'était pour toi, pourquoi enfin, c'était quand même, on peut dire, bah, voilà, tu as un emploi stable, un salaire correct. Pourquoi se rajouter, voilà, j'allais dire fardeau, c'était beaucoup dire parce que si tu l'as fait, c'est que tu aimes ça aussi. Mais pourquoi avoir rajouté une activité? Est-ce que c'était une façon de fuir ou est-ce qu'il y avait une autre motivation ou plusieurs motivations peut-être? Alors il y avait quand même une motivation importante, c'était ma maman. Il faut savoir que ma maman est cuisinière, pardon, serveuse depuis quasiment toujours dans la vie d'une serveuse, il y a beaucoup de moments difficiles, parce qu'il y a beaucoup de restaurants qui se cassent la figure, donc elle a quand même connu, 3 licenciements économiques pour cette raison-là et puis, dans la restauration, il y a beaucoup de temps partiel aussi et je me suis dit: «C'est quand même triste qu'elle ait pas un vrai salaire, elle ait pas un vrai un travail, qui est de 35 heures avec, la mutuelle qui va bien avec et ainsi de suite» dans le sens où moi j'avais appris la cuisine justement à l'adresse et qu'après ça j'avais même travaillé dans un autre restaurant pendant plusieurs années, je me suis dit: «Entre mon expérience de cuisine, son expérience du service et de la gestion et mon expérience de comptable, avec mes études», je me suis dit: «On a quelque chose à faire» et c'est là on a commencé à réfléchir et puis on a acheté un restaurant qui existait déjà et c'est pour ça que j'étais patron mais moi je n'y travaillais pas. Je venais donner un coup de main entre midi et 2. Je m'occupais toute la partie gestion le soir, mais tout ce qui était préparation des repas le matin et tout ce qui était, nettoyage, l'après-midi, ça c'était l'équipe qui était en place, donc ma mère plus, 2 salariés. D'accord, ouais, ouais, tu avais constitué une équipe tout de suite, Mmh. d'accord et ça a duré combien de temps cette aventure? 8 ans, un tout petit peu plus de 8 ans, oui. D'accord, ouais, ouais et et donc voilà, tout ça pour arriver, je dirais, on arrive en 2025 et en 2025, tu annonces que tu veux te lancer dans un projet extraordinaire
et tu vas quitter la mutuelle le 2 janvier. Alors pourquoi une telle décision? Et qu'est-ce que tu décides de faire précisément? Eh bien, ce que je décide de faire, c'est de partir faire un tour d'Europe de 10 000 kilomètres, malgré mon poids, parce que quand j'ai eu cette idée-là, je faisais 252 kilos, et donc ça compte la traversée de 30 à 32 pays, l'itinéraire exact n'est pas encore précisé, mais 10 000 kilomètres en vélo, et en solitaire. Ouais, c'est quand même oui, juste comme ça, ben, pourquoi pas? Bah oui, Bien sûr. 252 kilos, on y va et puis c'est une évidence, de toute façon, ouais. Et pourquoi le choix du vélo? Tu aurais pu le faire, à pied, tu aurais pu te lancer dans un défi, tiens, je pense à Philippe Croizon qui a traversé la Manche à la nage. Voilà, qu'est-ce qui a orienté ton choix? Alors le vélo pour 2 raisons. Déjà parce que malgré mon surpoids, le vélo, c'est un sport que j'aime, depuis l'enfance et j'en ai beaucoup fait, surtout étant plus jeune. Mais aussi parce que le vélo, ça permet de pouvoir, avoir une sorte de partie roulotte, une partie couchage avec moi, alors qu'à pied, ça serait tout de suite beaucoup plus compliqué. Il faudrait une charrette à bras, ou quelque chose comme ça, et puis ça serait lourd et très compliqué. Donc le vélo, c'était le bon compromis pour garder l'aspect sportif et avoir un minimum, de confort, pour tout ce qui est, bivouac et cetera. D'accord et donc c'est tu me dis c'est un vélo, un peu vélo roulotte, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, pour l'instant, je l'appelle le camping vélo, mais justement, mes abonnés m'ont dit qu'il faudrait peut-être trouver un nom. J'avais pensé pourquoi pas la cagouille, ça fait très local et ça va pas très vite. C'est Ouais, puis tu as conclu ta maison avec toi. exactement, parce que c'est ça le principe, c'est que c'est un vélo cargo avec la partie, vélo avant et la partie à l'arrière qui sera la partie couchage et stockage des affaires, D'acc et c'est un vélo, que tu, as trouvé sur internet que tu as pu acheter ou est-ce que tu l'as ou c'est un vélo cargo dont tu parles et que tu as transformé? Comment? Alors le vélo, ça a été un vrai sujet parce que comme j'ai dit, je suis monté jusqu'à 252 kilos. Ben, pas n'importe quel vélo est capable de porter ce poids-là. Ouais. Donc c'était vrai sujet et donc j'ai fait beaucoup de recherches avec mes proches, et malheureusement la plupart des vélos disponibles aujourd'hui sont en aluminium. Alors c'est très bien pour le poids, pour optimiser pour la plupart des gens, mais pour porter du poids, c'est pas ce qui est le mieux. Donc on a dû trouver un vieux vélo, qui ne se fabrique plus, d'une marque espagnole, qui a l'avantage d'avoir un cadre en acier très épais et très costaud et là, l'avantage, c'est que je suis tranquille, je peux aller dessus, je peux sauter dessus même si je voulais. Bon, je le fais pas, mais je pourrais, et ça tiendra mon poids. Ouais, c'est fiable, tu es pas Voilà, transigé là-dessus je prends en lourdeur de enfin, le poids est plus lourd, mais ça sera plus costaud. et donc ça, c'est une nouvelle que tu as annoncée en 2025. Comme j'ai dit, tu as quitté le mutuelle le 2 janvier, quand j'ai pas précisé, mais 2 janvier 2026, donc ça fait une semaine et un peu plus d'une semaine et cette décision enfin, tu l'as annoncée, donc tu avais déjà préparé ça un peu dans ta tête, mais depuis combien de temps? Et à quel moment, l'idée a vraiment germé? Tu as parlé de plusieurs choses, médecin traitant, Oui, neveu, il y a plusieurs choses qui ont fait qu'il y a eu un déclencheur à un moment donné. effectivement. Effectivement, en fait, c'est tout un processus. À l'origine, je vais voir mon médecin un beau jour, parce que j'étais malade, je sais plus ce que j'avais et il me parle de mon obésité et il me dit: «Monsieur Arnaud Duparc, je vais être honnête avec vous, il faut faire quelque chose. Parce que si vous faites rien, malheureusement, votre espérance de vie est considérablement rabaissée et on peut espérer difficilement au-delà de 50 ans d'espérance de vie». Et là, ça a été un premier choc puisque 50 ans, mine de rien, on se dit: «Mince, bah, c'est pas si vieux que ça». Même si au moment il me l'a dit, je me dis: «Bon, c'est dans des années tout ça». Mais 50 ans, c'est jeune quoi, hein. C'est ça veut dire que mes parents, ils seraient déjà partis s'ils avaient cette espérance de vie-là. Donc je me suis dit: «Bon, là, il faut vraiment que je m'intéresse à ce sujet-là, que je fasse quelque chose». Et puis, il se trouve que, pas très longtemps après ça, mon petit frère et ma belle-sœur m'invitent chez eux et m'annoncent que, ils vont être, parents et parents de jumeaux, Charles et Jules. Et là, je me suis dit: «Waouh, là, il y a quelque chose, il y a quelque chose». Et donc j'ai commencé à me dire: «Bon, maintenant j'ai une bonne motivation, je sais qu'il se passe quelque chose, il faut que je m'occupe». C'est les jumeaux. Les jumeaux, d'accord. Mmh. C'est pas le fait de savoir que tu risques de perdre la vie, à 50 ans, Alors enfin en moyenne. Alors c'était comme ça a été choquant sur le moment, Ouais, mais je dois dire que, sur le moment en fait, il faut imaginer qu'à ce moment-là, je voyais l'obésité comme l'Everest, mais vraiment comme l'Everest, voire 10 Everest. C'est-à-dire que je me disais: «Je suis tout en bas de la montagne
et pour que je sois en bonne santé, pour que je perde du poids, faut que j'arrive à monter tout là-haut et l'Everest, enfin, à part quelques privilégiés, personne ne le fait, quoi et ça me semblait quelque chose de complètement impossible et c'est pour ça que j'ai eu une période, je dois l'avouer, où je me suis posé des questions. Je travaillais à la Massif déjà et je me souviens que la Massif, on avait des contrats, lui qui doivent exister toujours d'ailleurs, des contrats d'assurance vie, heu et heu et je me suis dit: «Est-ce que le mieux, c'est que je prenne une assurance vie, une bonne assurance vie et que j'accepte mon destin et que, ben, j'en profite pour protéger mes proches, quand je serai parti ou est-ce que je me bats?» Et justement, les jumeaux ont fait pencher la balance de manière importante du côté, où je devais me battre. Donc j'ai commencé les démarches, auprès de l'hôpital pour voir, ce qu'il était possible de faire, se renseigner sur la chirurgie bariatrique. À ce moment-là, j'y connaissais rien. D'accord, ouais. Ouais, ta 1re idée, c'était voilà, ben, ça existe, c'est des opérations pour éviter de prendre de poids et ou perdre du poids surtout, Exactem t'orientes vers là. Ouais. exactement. Et puis c'est le chemin un peu classique, ce que les gens nous parlent, ils disent: «Tu as pensé à l'opération?» Bah, je connais pas trop, je sais pas trop quels sont les tenants, les aboutissants, bon. Parce que c'est pas anodin l'opération, c'est quelque chose de lourd et c'est un vrai combat. Et puis donc j'ai commencé ces démarches-là, à me renseigner et je suis tombé sur, un médecin, un chirurgien qui était très sympa, c'était, une docteure et elle m'a dit: «Écoutez, malheureusement, vous êtes pas éligible pour faire l'opération» et elle m'a expliqué qu'en fait, vu que j'ai le profil de la personne qui mange ses émotions, elle m'a dit que l'obésité, en réalité, c'était un effet secondaire de mon mal. Mon mal, c'était le fait que j'arrive pas à gérer mes émotions. Et elle m'a dit: «Si on vous fait l'opération, ça va certainement marcher, ça va certainement être efficace, mais ça sera temporaire parce que ça va finir l'estomac, même si on le coupe, même si on le réduit, il va finir par regrossir» parce que l'estomac, c'est un organe élastique. Alors ça met du temps, ça met des années, mais ça va finir par revenir parce que j'aurais pas soigné la cause et elle m'a dit: «Ce qui serait plus intelligent, ce qui serait judicieux, c'est d'aller, voir un psychologue, et voir si on peut pas commencer une thérapie et essayer de trouver, la solution de ce côté-là». D'accord et c'est ce que tu as fait? Tu es allé voir un psychologue? Alors c'est ce que j'ai fait. Ça a mis du temps parce que c'était pas une démarche, aussi simple que ça, à faire parce que, déjà c'est pas facile de trouver un psychologue avec qui ça matche parfaitement. Parce qu'il y a plein de psychologues qui ont des techniques différentes, des approches différentes, et puis même humainement, faut que ça matche pour que ça Ouais, faut que ça fonctionne. te convienne, et Exactement ouais. et donc c'était pas forcément facile. J'en ai essayé dans plusieurs villes de la région, et puis il s'est passé, quand même un truc, c'est que les jumeaux ont fini par arriver et quand, ils sont arrivés, je me souviens la première fois que je les ai vus, je les ai pris dans mes bras et j'ai ressenti, alors c'est assez difficile à expliquer, mais j'ai ressenti comme si, il y avait des ondes d'amour qui sortaient d'eux et qui émanaient d'eux tout autour et je les avais dans les bras et je me suis dit: «Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, quoi» et là, il y avait plus aucun doute, quoi, hein. C'était plus qu'une raison, c'était une obligation de rester pour eux, quoi et donc là, j'ai accéléré les démarches, avec plusieurs psychologues et puis j'ai fini par en trouver un, à Niort. Qui est un homme, extraordinaire, avec qui ça marche très, très bien, avec qui, je m'entends bien et qui, est très pédagogue dans sa façon de faire et ça pour moi c'est très rassurant ce côté pédagogique, et ça a été le début de ma thérapie avec lui. D'accord, OK et une thérapie qui a fait ses effets parce que si j'ai bien compris, quand on s'est rencontrés, tu n'étais plus, à ton pic de poids à 252 kilogrammes sac, mais tu devais être aux environs de 210 kilogrammes, quelque chose comme ça, je ne sais plus précisément et donc tu as dit: «Oui, l'effet de la psychothérapie, m'a aidé» Oui, et là tu continues, donc tu es toujours suivi ou? oui Ouais, tu es et je serai suivi pendant mon voyage aussi, à distance. d'accord, OK. Par la Heu, même personne? oui. Super. Alors, ce qui s'est passé pour cette thérapie-là, il y a plusieurs étapes parce que donc mes problèmes à moi, c'était les problèmes de confiance en soi et d'estime de soi. Et grâce à ça, j'ai pu comprendre quelque chose d'assez basique, mais d'assez logique aussi. C'est que, quand on déteste une personne, on va pas avoir tendance à se battre pour lui, à se dire, «Je vais aller l'aider». La personne qu'on déteste, au mieux on l'ignore, quoi, hein. Et en fait, c'est ce qui se passait avec moi, c'est que je me détestais. Et c'est pour ça que à chaque fois que j'essayais de faire un régime moi-même ou j'essayais de me remettre au sport, ça ne fonctionnait pas ou c'était très temporaire D'accord. et donc c'est pour ça qu'on a travaillé sur la confiance en soi et sur l'estime de soi et puis petit à petit, bah, on a commencé à débloquer des trucs,
à dire qu'un truc qui me travaillait depuis tout jeune, beh, finalement, c'était peut-être pas si grave que ça, ou que c'était une réaction normale étant donné les circonstances. Et puis on a commencé à aller plus profondément et puis petit à petit, il s'est passé un truc, c'est que je me souviens, je lui avoir fait cette remarque-là et il m'a dit: «C'est complètement pertinent, c'est ce qu'on essaie de f ce qu'on cherchait à faire». C'est que j'ai appris à être spectateur de moi-même. C'est-à-dire que je regardais ma vie avec, un certain recul, un peu comme si j'étais spectateur et de cette manière-là, les choses, alors je vais pas dire qu'elles me touchaient moins parce que les choses me touchent toujours autant, mais j'arrive à prendre plus de recul plus facilement, ce qui fait que là où j'avais la nourriture comme, comme échappatoire quand ça allait pas bien, et bien depuis décembre 2024, ouais, décembre 2024, et ben, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire que moi qui faisais jusqu'à 5-6 fast-food par semaine avant, heu, j'ai beaucoup fait travailler les livreurs, en vélo, à Dinan. Et ben, depuis décembre 2024, j'en ai pas fait un seul. Waouh, bravo. Ouais. Ouais, et pareil pour les sodas, j'ai arrêté complètement les sodas. D'accord, tu en as pas fait un seul, c'est-à-dire que voilà, tu as inversé la dynamique. Tu n'as plus pris de poids quand tu étais pas bien dans ta tête. Exactement, Bon, ouais. exactement, Donc maintenant, si tu as des hauts et des bas, même si tu as un bas, tu arrives à trouver une solution pour, exactement. Alors, ça peut m'arriver que la nourriture soit encore une option. Mais déjà, je n'ai plus du tout la nourriture comme, échappatoire, la nourriture de mauvaise facture, j'allais dire, de mauvaise qualité. Tout ce qui est acide, tout ce qui est gras saturé, tout ce qui est sucre, tout ça, ça m'intéresse plus. Mais la nourriture garde un côté, quand même un peu rassurant dans mon profil. Bah, j'ai pas encore, fini mon chemin, ma thérapie avec, mon psychologue. On a bien avancé, bah, mais déjà, tu as bien avancé, c'est ce qui est oui, oui, ouais, c'est super, complètement. bravo. Ouais, ouais. Et tu es aussi allé dans un centre de traitement de l'obésité, si je ne me trompe pas. Alors c'est un centre local et qu'est-ce qu'il t'a apporté finalement? Est-ce que parce que tu me dis, tu as eu la motivation grâce à tes neveux, tu as eu le médecin traitant qui a fait le déclic, tu as la psychothérapie qui t'aide et le centre d'obésité, de traitement de l'obésité t'aide également? Oui, effectivement. Alors le centre d'obésité, ça m'avait été conseillé de mémoire par, justement par, ma, chirurgienne, à Poitiers, qui m'avait dit que ça serait peut-être une bonne idée d'essayer de voir si on pourrait pas faire quelque chose, comme de ce style-là. Donc en fait, ça se présente un petit peu comme une cure, même si c'est pas vraiment une cure, où on passe, 3 semaines ou 4 semaines, dans un centre. Et puis donc j'ai commencé à voir ce qui se faisait dans le coin, et puis il y avait donc, il y en avait un centre, c'était le Logis des Francs à Charveux, Ouais, qui était là, mais il proposait des séjours assez longs. De mémoire, c'était 3 mois, si je dis pas de bêtises. Et moi, avec mon travail, c'était compliqué à mettre en place, ouais. la massif, d'une part parce que j'aimais beaucoup mon travail et aussi parce que je faisais des choses qui étaient difficilement transmettables à ce moment-là. D'accord. Ce qui fait que j'ai commencé à chercher d'autres options et j'ai entendu parler d'un centre, proche de Limoges, à Saint-Thierry-Aix-Sa-Perche, dans le 87 donc, et qui avait une excellente réputation et qui, eux, proposaient des séjours de 3 à 4 semaines. D'accord, déjà plus court. Exactement. Et donc, je les ai contactés, ils m'ont expliqué la marche à suivre pour pouvoir, venir, et c'est comme ça que, j'ai pu y aller une première fois, et au total, j'y suis allé, 3 fois. D'accord, 3 fois pendant à peu près 3 semaines, 3 4 semaines à chaque fois? Oui, c'est ça, exactement. D'accord, OK, ouais. Et tu continues à les voir ou c'est terminé avec eux? Ou tu as passé une étape suffisante ou tu continues à être, suivi avec eux? Alors je continue à être suivi et même mieux que ça, alors là, j'y retourne très bientôt. J'y retourne d'ailleurs, dans quelques jours pour un séjour de 10 jours. Donc là, c'est un sé les séjours de 10 jours, c'est des jours de rappel. En fait, c'est la continuité du premier séjour. Mmh. Et en gros, c'est que là, on va même aller plus loin parce qu'ils vont être partenaires de mon projet, partenaires de mon voyage. C'est-à-dire qu'on sera en relation directe, et tout ce qui est, problème de santé potentiel, et ben, je serai en échange direct par message avec les médecins. J'aurai aussi les diététiciens, les psychologues, les psychomotriciens du centre avec qui je pourrai échanger en direct, et dans le cadre de ce partenariat. D'accord, ouais, et du coup, le fait qu'ils te suivent et puis la démarche que tu as, je pense que ça pourra servir d'exemple à d'autres, savoir à quoi s'accrocher, quoi. Oui, exactement, exactement. En fait, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je me suis mis sur les réseaux sociaux. Mon idée, c'était, hem, de transmettre, déjà de l'espoir aux gens, parce que quand on fait 250 kilos ou même 200 kilos, ben, on peut se dire que c'est complètement impossible, et c'est d'ailleurs ce que je ressentais tout à l'heure. Je t'ai parlé de l'Everest, c'est ce que je ressentais, que c'était complètement impossible, et je pense que, quand on voit à la télévision ou sur les réseaux sociaux ou, sur internet en général,
on voit des gens, on voit souvent le avant-après ou alors on le voit en version accélérée. On se dit: «Bah, oui, c'est très bien, mais ça ne nous dit pas ni la méthode ni rien» Mmh. et souvent quand on nous parle, de perte de poids, ça va être toujours les mêmes sujets, ça va être l'alimentation et le sport, qui sont 2 choses complètement essentielles. Mais pour que ces 2 là fonctionnent, il y a le santé mentale avant ça et ça, la santé mentale, on n'en parle pas assez souvent et je me suis dit: «Michael, ça va être ton combat, parle de santé mentale» parce que je suis sûr que ça peut débloquer énormément de gens, sur ces 2 problèmes-là que sont l'alimentation et le sport. Ouais, je suis convaincu que c'est la bonne voie effectivement. Notre cerveau, il est assez incroyable et il y a des clés à aller chercher dedans, mais quand tu dis le sport, l'alimentation, ensuite, c'est tout un ensemble Oui, exactement. et ce que je vois d'être très intéressant et très inspirant dans ton parcours, c'est que, effectivement, tu dis parfois tu vois sur les internet, sur les réseaux, tu as l'avant, tu as l'après. Au moins toi, beh, tu le pendant, on te suit Exactement. depuis le début de ta démarche où tu étais, encore, quand tu en as parlé à, on va dire 210 kilogrammes, je sais pas, c'est à peu près comme ça ou, je sais pas. Je me souviens plus, je l'ai noté si tu veux chez moi. Quand je dirais on dira peu importe, c'est déjà plus de 200 kilogrammes Oui. et là, tu es déjà, bah, tu es passé en dessous les 200 kilogrammes et tu continues et tu vas pouvoir, démarrer, ce périple. Et quand tu dis: «C'est un peu l'Everest», il y a eu des moments où tu as peut-être, bah, tu t'es dit: «Bah, ouais, c'est pas possible». Est-ce que tu as envisagé, tu parlais du contrat assurance vie, est-ce que tu as même envisagé d'aller plus, tu avais cette notion d'espérance de vie relativement courte, mais est-ce que tu t'es dit à un moment donné: «Bah, autant finir, pour ne plus souffrir». Tu m'as dit que le fait d'être en surpoids, en fort surpoids, il y a des contraintes sur le corps physique et que tu souffrais vraiment, quoi. Ah oui, oui, bah, justement avant l'arrivée des jumeaux, c'était un vrai sujet. C'était un vrai sujet et quand j'ai pensé à cette histoire d'assurance vie, c'était parce que justement, heu, le pour le retour à la santé me semblait tellement impossible et les douleurs étaient tellement importantes. Je me suis dit: «Il y a que la nourriture qui m'apporte un peu de bonheur». Je me suis dit: Maintenant je vais y aller à fond, je vais manger beaucoup et puis, advienne que pourra et puis quand je serai parti, l'assurance fera un chèque, à mes parents, à mon frère, et puis voilà». Donc, oui, il y a une période, c'était vraiment très compliqué, et puis l'exclusion sociale aussi. Parce que faut savoir que la plupart du mobilier qu'on trouve est adapté pour des gens qui font jusqu'à 180 kilos. Alors, ça veut dire déjà la large majorité des gens. Mais c'est à dire que les gens qui sont dessus sont exclus de la société et quand je dis exclus de la société, ça veut dire exclus des restaurants, exclus des bars, exclus des salles de sport, exclus enfin de plein d'endroits, qui font que, beh, même si on avait envie de revenir dans le monde et se prendre en main, bah, déjà, on n'a pas le droit à tous ces moments de lien social parce que le restaurant et les bars, c'est des moments de lien social avec les gens et ça, quand on est en situation d'obésité, ben, on ne peut pas faire partie de ça parce que, et même quand on trouve un restaurant ou un bar qui a, des chaises qui n'ont pas d'accoudoir, parce que les accoudoirs, c'est un problème pour les personnes en situation d'obésité, qui ont des chaises suffisamment costauds, ben, il faut essayer de trouver un endroit où on est dans un coin, parce que si on est dans un couloir, les serveurs ils passent plus, donc ça fonctionne pas et c'est pour ça que malheureusement, l'obésité, ça fait partie de la vie aujourd'hui, il y en a beaucoup et il y en aura de plus en plus. Sauf que plus on les exclut, moins il y a de chances que ces gens-là retrouvent la santé Ouais, et quand je dis ces gens-là, je parle de moi aussi, hein. Moi, je suis pas allé au cinéma depuis des années parce que les dernières fois où j'y suis allé, j'avais extrêmement mal sur les côtés. Alors c'est pas c'est maintenant ils ont fait des sièges, doubles, donc il y a cette option-là. Mais à l'époque, ça existait pas et moi qui étais un grand fan de cinéma, c'était difficile ça, de se dire: «Bon ben, j'ai plus le droit parce que je suis trop gros» ouais. et surtout et quand on n'a plus le droit parce qu'on est trop gros, on peut se dire: «Beh, la société veut pas de moi, moi je vois la perte de poids comme quelque chose d'impossible, donc pourquoi se battre quoi?» Ouais, Tu vois? tout ça. Oui, donc du coup, ouais, c'est génial ce déclic, ouais et c'est Ouais. exemplaire, ouais. C'est trouver l'élément qui va pouvoir te motiver et y aller et je pense que, enfin on en enfin pas que si, on peut en parler dès maintenant. Tu as parlé de ton projet, tu l'as annoncé officiellement au courant 2025 et quand tu as commencé vraiment à être dans l'action, parce que je me souviens, c'était début juillet où on s'était vu. Faire quelques pas dans la rue ou rester longtemps, à discuter, c'était plus que compliqué. À un moment donné, Oui, tu dis: «Bah, là, je peux plus tenir». oui, Et depuis, bah, tu as fait, je sais pas, 10 pas, 50 pas, 100 pas, 1000 pas et cetera et tu augmentes ta distance qui était quasiment enfin, au mois de juillet, c'était,
inenvisageable. Ah oui, oui, complètement. Et à partir de septembre, tu as commencé à communiquer sur les réseaux sociaux et bah, rapidement, les gens se sont intéressés à ce que au sujet que tu portes et à ton aventure et ça fait écho certainement à beaucoup de personnes parce que, je crois que si je ne me trompe pas, hein, tu me corrigeras si je me trompe, mais il y a une vidéo récemment où tu as fait jusqu'à 3 500 000 vues et que tu es à peu près à 800 000 vues, en moyenne. Pour quelqu'un qui a commencé à être sur les réseaux sociaux il y a 4 mois, ça en dit long sur l'intérêt du sujet que tu es en train de porter et comme je parlais de la motivation, ce qui t'a motivé et je pense que du coup, le fait que tu montres ton exemple, tu vas certainement motiver d'autres personnes dans ton cas et je crois bien que tu as été, en relation plus privilégiée avec des personnes qui te suivent parce qu'ils vivent la même chose et tu peux m'en dire un petit peu plus sur ces relations, ce que tu apportes à ces gens-là? Oui. Alors effectivement, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, il y a quelques mois, énormément de gens me suivent. Heu et ça me fait très plaisir parce que beaucoup de gens me disent, ça me motive. Ils se disent: «Si lui à 250 kilos, il arrive à faire ça, moi avec mon 120 ou avec mon 90 ou avec mon 150, et ben, je me dis je ils se disent: "Je peux y arriver"». Et donc tous les jours, je reçois au moins une dizaine de messages de personnes qui me disent: «Merci, grâce à toi, je me suis remis au sport, je me suis remis à la marche», et ça, je dois avouer que ça me fait très plaisir. Et il y a quelques cas, de personnes qui sont en très forte obésité, c'est-à-dire les gens qui font, plus de 200 kilos, voire, encore plus, qui m'écrivent en privé, qui me demandent, des conseils, très concrets. Alors, je leur parle tout de suite de santé mentale. Je leur dis: «Où tu en es, toi, avec toi-même? Est-ce que ça va?» Et après je leur montre comment moi j'ai fait au départ. Parce que c'est vrai que quand on part de zéro, ben le premier pas, il paraît impossible, quoi. Et l'OMS nous conseille de faire 6 000 ou 10 000 pas, je sais plus, par jour. Heu, mais et puis, les diététiciens, les nutritionnistes nous disent: «Bon, il faut manger, 100 grammes de ceci, 200 grammes de cela», enfin, et tout ça, c'est complètement juste et complètement vrai. Il y a aucun problème, hein, et il y a aucune critique là-dessus, c'est parfait. Seulement, quand on mange 4 McDo par semaine, pardon, 4 fast-food par semaine, qu'on mange des biscuits, qu'on mange du chocolat, en quantité, et qu'on nous dit: «Beh, du jour au lendemain, tu supprimes tout ça, ton chocolat, ça sera un demi carré par semaine, il y aura plus de soda, ça sera que de l'eau et des poireaux et des carottes», bah, c'est très violent, c'est très violent. Donc moi, ces gens-là, je leur explique que moi, ce que j'ai fait et ce que je fais encore parce que je suis loin d'être parfait, c'est que j'y vais par étapes. C'est-à-dire que vous regardez votre podomètre, on a quasiment tous maintenant, des téléphones qui comptent les pas, les applications, natives, sinon il en existe plein de gratuites, et si mettons, on se rend compte qu'on fait, 600 pas de moyenne, et c'est le cas d'une jeune fille qui m'a écrit il y a pas très longtemps, elle faisait 600 pas de moyenne, elle me dit: «Je sais pas comment faire parce qu'en plus j'ai des douleurs, j'ai des comorbidités, machin». Je lui explique: «Écoute, c'est la marche, c'est très efficace pour, gagner en confort de vie». Donc je lui ai dit: «J'ai 2 choses à te proposer. Je peux te proposer du renforcement musculaire si vraiment la marche est impossible». Donc c'est des exercices à faire assis qui vont donner du confort et de la musculature sur le haut du corps principalement, et ça va permettre, beh, de gagner, en aisance, dans l'air autour de soi, enfin dans les mouvements autour de soi, et rien que ça va se sentir mieux. Et je lui ai dit: «Si tu te sens de marcher un petit peu, moi je peux t'aider et te donner des objectifs», et elle m'a dit: «Je me sens de marcher un petit peu». Je lui ai dit: «Écoute, ce qu'on va faire, c'est que sur 15 jours, tu vas avoir un objectif de 800 pas». Elle me dit: «Mais oui, mais 800 c'est ridicule». Je dis: «Non, c'est pas ridicule, 800 c'est 200 de plus que ce que tu fais actuellement, et 800 c'est beaucoup, et si tu arrives à faire ces 800 sur 15 jours, ça sera extraordinaire». Je lui ai dit: «Je t'enverrai un petit cadeau par la poste si tu veux bien me partager ton adresse», et d'ailleurs elle l'a fait, je lui ai envoyé un petit truc, et je lui ai dit: «Après, on va passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça sera 1000 pas, et les 1000 pas, peut-être qu'il te faudra, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, mais quand tu arriveras à le faire sur 15 jours en moyenne, et ben, là, on passera à l'étape suivante». Et petit à petit, on augmente les pas, et grâce à ça, beh, alors qu'elle faisait 600 pas au départ, aujourd'hui, je sais plus combien elle doit être, mais elle doit être à peut-être à 1 500 pas. Alors oui, c'est 1 500 pas, c'est pas suffisant, mais c'est plus que le double de ce qu'elle se faisait il y a quelques semaines. C'est Et c'est pour ça que je dis: «Il faut surtout pas sous-estimer, les petites progressions». Pour la nourriture, c'est pareil. Je dis: «Si tu vas au McDo, pardon, si tu vas au fast-food, et bien, continue à y aller, mais au lieu de prendre, un coca, prends un iced tea». L'ice tea, je crois que c'est 3 fois moins sucré, il me semble, quelque chose comme ça, et
quand tu t'y seras bien habitué, que ça te conviendra et que tu sentiras aucune frustration, tu seras très heureuse avec ton iced tea et ben, ton menu, au lieu de prendre, le menu maxi, tu vas prendre le menu, normal et après, au lieu d'y aller 4 fois, tu iras 3 fois par semaine et il vaut mieux se donner des petits objectifs parce que oui, il faudrait supprimer complètement les fast-food dans l'idéal. Mais juste de baisser un petit peu, c'est déjà une première victoire et c'est une victoire qui est beaucoup plus accessible que de vouloir tout couper d'un coup. Mais c'est comme dans le sport de haut niveau, hein, les progressions qu'on peut avoir, mais oui, tu peux dire: «Waouh, ça, si l'objectif il est vachement élevé, ça va être chaud à atteindre», mais effectivement, en y allant marche par marche, c'est comme ça qu'on y arrive. Donc c'est super démarche et bravo parce que derrière tu as motivé cette personne, c'est pas qu'elle y arrive, donc en termes de valorisation aussi, d'estime de soi. Donc ouais, elle est dans la bonne dynamique. Après je sais pas si elle se fait suivre psychologiquement, c'est certainement un plus, mais déjà, ne serait-ce que partir de voilà, dans cette dynamique où tu gagnes confiance en toi, tu vois que tu y arrives et bah, voilà et bah, c'est chouette parce que ouais, c'est un très bel exemple. Bravo, c'est comme quoi Et je dois dire que ça m'apporte beaucoup à moi aussi parce que je ressens une certaine fierté à faire ça et je me dis: «Ça donne du sens à mon projet», et je me dis: «J'embarque du monde avec moi» et c'est encore mieux, quoi. ouais, tout à fait et du coup, c'est quand tu me dis ça, ça me fait penser, tu m'as dit confié aussi que quand tu étais enfant, tu avais, un rêve ou 2 et bah, pour moi, ça il y a du lien avec ce que tu es en train de réaliser aujourd'hui, quoi. Tu veux le confier? Tu veux en parler? Alors je t'ai parlé je sais pas Du plus livre d'histoire, par exemple. ah oui, 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 c'est vrai, oui. Alors en effet, quand j'étais enfant, quand on me demandait ce que je voulais faire, il y a une période où je répondais: «J'aimerais bien qu'il y ait mon nom dans les livres d'histoire». Alors à ce moment-là, j'avais pas de notion de gloire, de popularité, de machin, j'étais trop jeune. Ce que j'imaginais, c'était surtout de rendre service, aux gens, à la cité, à l'humanité. Enfin, je me disais heu, j'ai envie que ouais, d'impacter le monde positivement et alors aujourd'hui, ça m'est un peu égal, mais j'ai quand même cette envie-là, de me dire que, bah, si, grâce à mes actions j'améliore, je fais le bien autour de moi, bah, je me dis, «C'est trop chouette quoi, hein, c'est la vie dont je rêvais, hein». Bah, ouais, c'est vrai et comme finalement, c'est ce rêve d'enfant, tu es en train de le réaliser, mais tu l'as déjà aussi réalisé d'une autre manière parce que quand tu amenais le côté festif, joyeux dans la ville de New York, c'était aussi amener ça aux autres. Ouais, Donc il y a vraiment et c'est chouette de voir que, voilà, il y a différentes façons de l'exprimer, mais derrière tu respectes tu respectes, tu suis en tout cas le rêve que tu avais quand tu étais enfant. c'est vrai. Tout comme tu as dit, voilà, tu avais aussi rêvé d'être président de la République. Mais oui, mais c'est voilà, c'est tout à ton honneur et c'est président, c'est pas enfin, tel que tu le rêvais, c'était, pas pour, rêver de pouvoir et d'être au-dessus des autres, c'était encore une fois contribuer à la cité, à la société, amener Exactement. plus, ouais. Ah oui, oui, parce que moi la politique, enfin, je trouve ça intéressant, mais le monde de la vie politique, je me suis essayé un petit peu, je suis reparti aussi vite que j'ai pu parce que, honnêtement, c'est pas un milieu très, très sain. Il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup de, hem et c'est pour ça d'ailleurs, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé Near by Night à l'époque parce que, mon père qui est un grand fan de Coluche, quand on analyse un petit peu la vie de Coluche, il a même eu lui-même sa période politique et je me suis dit: Coluche, entre les Restos du Cœur et l'humour, il a apporté plus aux gens qu'énormément d'hommes politiques et je me suis dit, «En fait, la politique, c'est pas forcément la bonne option pour aider les gens», et c'est pour ça que je me suis dit, bah, en faisant des soirées, je me suis dit: «Ben, je dynamise ma ville, je fais sortir les gens, je rends les gens heureux», en tout cas j'essaie, et donc effectivement, ça rentrait dans cette idée-là de propager le positif autour de moi. Et je pense que quand tu l'as fait, tu pensais pas du tout à ce rêve de Ah oui, président, voilà, c'est ah c'est naturellement, tout à fait. exactement, Donc après, oui, le côté politique, c'est pas ce qui te convenait, même si, voilà, il en faut aussi, mais c'est voilà, c'était ta fibre était différente, ouais. exactement. Et avant de, je pars sur l'aventure. Déjà l'aventure, tu prévois de partir combien de temps? Parce que c'est 10 000 kilomètres. 10 000 kilomètres, ça se fait pas en un mois. En combien de temps tu as imaginé? Alors à peu près entre 12 et 14 mois. D'accord, C'est l'objectif. ouais. Sachant qu'entre 12 et 14 mois, j'ai compté, 2 jours de repos par semaine, donc je pédalerai 5 jours, par semaine et j'ai compté un objectif de 42 kilomètres en moyenne par jour. D'accord, ouais, ce qui est déjà, ouais, un beau périple Ouais, et puis, oui, c'est très sain de savoir que le corps, c'est pas une machine, donc le repos, c'est important. Le exact. repos fait partie Ah oui, oui, de l'ensemble, ouais. faut pas le sous-estimer. Mmh et tu vas partir pendant un an et tu m'as dit que, bon, ça reste un périple qui est loin d'être facile, mais tu lâches pas parce que justement, tu penses à tes neveux.
Et puis justement tes neveux, pendant 1 an sans les voir, c'est possible? Ah, ça va être le plus dur. Alors, c'est amusant parce que là, sur les réseaux sociaux, j'ai lancé récemment, une vidéo, foire aux questions et beh et il y a une personne qui m'a posé une question en lien avec ça et je dois dire que pour moi, c'est la seule chose qui me fait peur. Mmh. Parfois, on me parle de sécurité, on me dit: «Tu pas peur d'être tout seul, à l'autre bout, de l'Europe?» Je dis: Non, enfin, je me sens pas en insécurité, globalement, il y a assez peu d'endroits dangereux en réalité en Espagne, pardon, en Europe». On verra. Et donc on me dit aussi: «Oui, t'as pas peur, des policiers, t'as pas peur de ceci, t'as pas peur de retrouver» mais en réalité, la seule chose que j'ai peur, c'est le manque de ma famille et en particulier des jumeaux. Et c'est là où j'ai de la chance, parce que je suis plutôt bien entouré au niveau familial, c'est que mon frère, donc le père des jumeaux, m'a dit: «Écoute, ça serait peut-être une bonne idée que pendant ton périple, tu fasses une petite semaine de pause, quelque part, où tu seras à peu près au milieu du voyage et qu'on vienne, à 4, donc lui, sa femme et les jumeaux, 1 semaine. Moi, ça me fait une semaine de vacances et ça me permet de recharger les batteries à fond, pour la deuxième partie du voyage, quoi et C'est déjà, ça va beaucoup m'aider. ouais, puis déjà, voilà, tu sais que ce sera pas 1 an, ce sera peut-être 6 mois. Et c'est ça, Et puis ouais, c'est c'est ça. vrai que c'est et puis et puis au-delà de ça, tu sais que tu es bien entouré, tu sens que voilà, Oui, voilà, tu es pas seul. ouais, Tu seras peut-être seul sur le périple, enfin dans ton vélo, ça oui, je peux dire dans ton vélo parce que c'est un peu comme dans une voiture, exact. mais sur ton vélo. Mais derrière, oui, tu seras jamais seul parce que tu feras des rencontres, mais aussi voilà, d'être soutenu et puis aussi par les personnes qui te suivent, hein, tout à fait. Je lui disais, voilà, tu avais l'exemple de la personne que tu as aidée, mais il y avait aussi, il y a une vidéo que tu as fait passer, il y a ce week-end, il y a quelques jours, où, tu avais vu qu'une personne te sollicitait et tu Mmh, l'as perdu dans les messages parce que tu mmh. reçois tellement de messages qu'à un moment donné, tu as pas pu fournir partout et tu t'es senti, bah, très gêné, frustré et te disant: «Mince, cette personne que j'aurais peut-être pu aider, je suis plus en mesure de l'aider parce qu'elle est perdue» et tu as lancé un appel Oui, vidéo et tu as eu les réponses le jour même. Donc oui. c'est assez incroyable. Tout ton réseau, tous ceux qui te suivent, ah ben, on fait en sorte qu'elle puisse, Ouais, suivre, l'information et t'envoyer un message le jour même. C'est ouais. hier ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose, j'ai l'impression que les sujets que j'aborde, que ce soit la santé mentale, la nutrition, le sport, c'est des choses qui sont très positives et que, la plupart de mes abonnés, j'ai envie de dire que 100 de mes abonnés sont des gens bienveillants et gentils. J'ai l'impression que Heu, globalement, quand on regarde les infos, on se dit: «Oh, le monde est difficile, il se passe des choses, il y a des guerres à droite, des guerres à gauche, des gens qui se tapent dessus, des» et quand je regarde mes abonnés, que je lis mes messages, j'ai l'impression de vivre un peu au pays des bisounours. Les gens sont gentils, sont polis, ils sont bienveillants, je pense que les commentaires alors bon, évidemment, il y a toujours un petit pourcentage de haters, mais ça doit représenter, 1 message sur 5 000, donc c'est vraiment, riz des C'est leur cacahuètes. problème à eux, c'est pas ton problème. Exactement. En général, c'est plus eux qui ont des soucis. Mais la plupart des messages ou, on va dire des disputes qu'il peut y avoir entre les gens, en réalité, c'est souvent, des gens qui ont été un peu maladroits dans leur, façon d'exprimer, ce qu'ils voulaient dire, mais à l'origine, ils étaient bienveillants, quoi. Mmh. Et donc j'ai l'impression que ce projet attire, les gens bienveillants et je dois dire que ça fait vraiment du bien, quoi. Mmh. Parce que comme je le disais, dans le entre tout ce qu'on peut voir aux informations, c'est plutôt anxiogène globalement. Là, de sentir une sorte de bulle de bienveillance et de gentillesse, alors ça peut faire gnangnan aux yeux de certains, mais moi je m'en fiche, juste c'est agréable quoi de se dire, «Waouh» quoi, Et puis si c'était pas enfin, il y en a peut-être pour certains, donc je dirais peu importe, mais derrière quand tu vois la communauté qui te suit, il y a pas de hasard. Voilà, c'est là autant qui te suit de manière régulière et qui te soutiennent, tu vois, là, dans cet appel, à témoins, enfin, pour retrouver la personne, donc c'est génial. Et puis, quand tu me dis ça, je vois aussi en même temps, tu vois, ça fait écho à ce moment de départ. Qu'est-ce que c'est? C'est une force d'amour qui est venue vers toi, de tes neveux et derrière, bah, voilà, ça reste la bienveillance, l'amour qui est aussi à travers cette communauté et ce que tu amènes aux gens aussi. oui, oui, c'est vrai, il y a une certaine cohérence, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est chouette, ouais. Et est-ce que on a parlé d'un côté médical et justement le départ, alors tu dis que tu vas partir pendant, 12 à 14 mois. Tu penses partir quand? Et est-ce qu'avant ton départ, tu te dis: «Je pars quand je veux» ou tu prends un avis médical, et après tu prends ta décision en fonction de l'avis médical? Comment tu vas fonctionner?
Alors assez rapidement, dans la construction du projet, je me suis donné une date. Je me suis donné une date parce que c'est important d'avoir un objectif pour se dire: «Bon, ben, il faut préparer ça 6 mois à l'avance, il faut faire tel papier, 4 mois à l'avance, il faut faire» bon, heu, pour autant, évidemment, quand on fait le poids que je fais, même si j'ai perdu quasiment 60 kilos là déjà, l'avis médical est important. Je me risquerais pas à partir sur un si long voyage aussi, à la fois en distance et à la fois en temps, s'il y avait des risques très probables que ça se termine mal. D'accord. Donc nécessairement, je vais écouter l'avis du médecin, enfin des médecins. Je retourne, comme je te disais tout à l'heure, au centre de l'obésité, bientôt, et c'est là, où ils me diront, soit OK pour partir, à la date que je souhaite, soit, va falloir prévoir encore un petit peu de temps d'entraînement, Mmh. et donc ça peut peut-être être 1 mois, 2 mois de plus, d'entraînement, peut-être 3 mois, voilà. D'accord, ouais. Bah, en tout cas, un départ en 2026. Ah oui, avant l'été, Ouais, avant l'été. quoi qu'il arrive. Ouais, d'accord, bah, super, ouais et oui, il y avait aussi une chose, tu pars comme ça, mais effectivement, tu as quitté ton emploi le 2 janvier. Mais comment tu vis? Comment tu finances ton projet? Et puis, ça ne t'a est-ce que ça t'a fait peur? Il y a plusieurs questions, hein. Et est-ce que ça t'a fait peur de quitter ton emploi? Parce que finalement tu pars dans là, je pars dans l'inconnu. Voilà, comment tu fonctionnes? Alors, hem, alors je vais commencer par la dernière question. Ouais, Quitter son emploi, effectivement, c'est jamais anodin, surtout quand le marché de l'emploi est incertain comme actuellement. Donc effectivement, ça donne des doutes. J'ai l'avantage, d'être reconnu dans mon métier, ce qui fait que, j'ai quand même, pas mal de chances de retrouver du travail facilement après mon retour. Cependant, ça ne veut pas dire que le marché sera là quand je reviendrai, d'autant que j'aurais fait une pause de 1 an, ouais. et ça augmente les chances que les choses évoluent et qu'elles évoluent sans moi. Mmh. Pour autant, j'avais le choix entre garder mon travail et perdre la vie Oui. ou, retrouver la santé et essayer de tout faire après pour retrouver un travail, quoi. Et je me suis dit: «Non, ma santé est plus importante que mon travail». Même si j'adorais ce que je faisais à la Massif, ma santé est quand même plus importante et en plus de ça, c'est que, si je suis en bonne santé, je pourrais travailler plus longtemps dans ma vie donc finalement, Tout à fait. quand on aime son travail, c'est quelque chose de positif. Ouais. Oui, puisque j'ai bien si j'ai bien compris, hein, c'est que tu es une équipe où tu te sens bien aussi avec des bons managers, donc ça se passait Exactement, assez bien. Donc c'est vraiment ça montre bien que c'est vraiment cette option santé que tu prends, exactement, pour aller de l'avant, ouais. exactement. Oui, je fuis rien du tout, hein. Ouais et tu parmi les communications, enfin les médias, voilà, la presse locale, des émissions de radio locales, voilà, on s'est intéressé à ce que tu fais, comme moi je m'intéresse à ce que tu fais et parce que voilà, c'est vraiment dans le cœur, oser l'inspiration l'émission, voilà, tu as osé plein, plein de choses, c'est très inspirant et puis tu es dans l'action. Donc tu colles pile poil, au profil des personnes que je souhaitais, interviewer pour aller, impacter, les auditeurs et tu as aussi été contacté par un média national. Tu peux me le citer? Tu veux bien? Oui, même plusieurs en réalité, alors je sais plus ce que je t'ai dit exactement, enfin je t'ai peut-être pas tout dit, Si, mais, si. il y a déjà eu France 3 Nouvelle-Aquitaine qui m'a appelé, il y a pas très longtemps, qui vont faire un reportage, la fin janvier, pour être diffusé je pense, toute fin du mois, D'accord. et ensuite, j'ai, Santé Magazine qui m'a contacté, pour faire un reportage aussi. Ils veulent faire un reportage, vidéo, donc c'est pour, leur site internet. Justement, pareil, ils ont un sujet qui ressemble beaucoup, sur les gens qui mettent en action pour essayer de changer les choses, mais d'un point de vue santé. Et donc ça c'est quelque chose, que je trouve très positif parce que, Ouais. hem, alors oui, je parle de sport, je parle de nutrition, je parle tout ça, mais je parle de santé avant tout, au final. Je parle D'accord. d'obésité, je parle de santé mentale, donc je trouve ça très positif de pouvoir avoir ce relais-là sur un média spécialisé sur ce sujet-là. Et puis récemment là, Démotivateur, qui est un média sur internet qui a 10 millions d'abonnés, qui m'a contacté, qui aimerait bien parler de mon sujet. Après il y a plein de petits, projets, on va dire plus modestes, médias plus modestes, parisiens qui m'ont contacté pour faire des podcasts, des choses comme ça. Là c'est plus, ce sera plus une question d'opportunité. Si je vais à Paris, on en profitera pour faire des interviews supplémentaires. Mais oui, oui,
ça commence à se débloquer à ce niveau-là aussi, ouais. Donc finalement, c'est fois, je me dis: «Tiens, en même temps, 2 jours de repos par semaine, ce sera peut-être bien parce que est-ce que tu vas beaucoup te reposer? Tu vas peut-être avoir les médias qui vont te suivre. Tu seras certainement sollicité assez régulièrement». Et après, ouais, donc c'est très pertinent d'avoir mis cette pause. Et alors tu as pas tout à fait répondu à toute ta question parce que c'est une triple question tout à l'heure. Non, mais c'est tout à fait OK, par rapport à avoir quitté ton emploi, mais aussi, voilà, je t'avais posé la question, comment tu finances? Ah oui. Comment tu vis tout ça? Ouais. Oui, en effet, mais ça, c'est un vrai sujet. Mmh. Alors moi, j'avais un petit peu de sous de côté, donc bon, je dois dire que j'ai déjà épuisé, les choses parce que j'ai déjà acheté le vélo qui a un coût important. J'ai acheté pas mal d'outillage, de matériel spécialement pour le vélo. Parce que le vélo, il a fallu l'adapter parce que même si, et on avait déjà la structure en acier qui était costaud, c'était pas adapté, une personne de ma corpulence peut pas être sur une selle. Donc on a dû installer, une chaise qu'il a fallu préparer. On a acheté plusieurs selles pour vérifier, enfin voir ce qui était bon, ce qui était pas bon, ce qui était possible et tout ça. Parce qu'on n'a pas vraiment en fait, de documentation sur le sujet. Ah oui. J'ai fait des recherches et je n'ai pas trouvé de personne de plus de 250 kilogrammes qui faisait du vélo. Donc c'était pas évident, donc on a dû de tâtonner, on a essayé, voilà. Ouais, tu es en train d'ouvrir un chemin. Exactement, exactement. Et donc forcément, financièrement, beh, c'est un vrai sujet parce que le voyage, ça coûte un peu de sous. J'aimerais bien faire de temps en temps des hôtels pour pouvoir avoir des vraies nuits de sommeil parce que, le camping, c'est très bien, mais ça peut être épuisant sur la durée. Pareil pour l'alimentation. L'alimentation, ça, j'ai pas le choix, il faudra bien que je m'alimente un minimum. Et puis d'autres sujets, il y a les assurances, il y a le matériel vidéo, parce que je vais continuer sur les réseaux, tout ça. Donc j'ai déjà acheté un certain nombre de choses, mais alors pour ça, j'ai les partenariats. D'accord. Donc j'ai des partenaires de différents degrés. Il y a des personnes qui me donnent des dotations, c'est-à-dire qui me donnent, du matériel. Par exemple, il y a une entreprise de Brio-sur-Boutonne, qui me met à disposition tout ce qui est métal pour la fabrication de mon vélo. D'accord. Une entreprise s'appelle ACMB qui me propose, des plaques en métal, des barres, de la visserie, de la boulonnerie, des choses comme ça. Mmh. Il y a aussi des entreprises qui me proposent, enfin du matériel, des choses comme ça. Et puis après, il y a des entreprises qui donnent de l'argent, ce qui est aussi nécessaire pour la réussite du projet parce que pour acheter de la nourriture, en Pologne ou en Roumanie ou N'importe où, ouais. ou en Moldavie, j'aurais besoin de sous. Et donc nécessairement, c'est un élément important et ça pour le coup, j'ai déjà quelques partenaires, mais j'en cherche encore à l'heure actuelle. J'attends encore des réponses d'autres partenaires, mais petit à petit on avance et puis voilà. D'accord, ouais, ouais, donc tu as bon espoir de trouver les financements nécessaires pour partir, ouais. Oui, puis, il y a aussi le côté que pour moi ce projet-là, c'est le projet qui va me sauver la vie en réalité. Ce qui fait que je suis vraiment prêt à tous les sacrifices. On voit, hein, parce que ce que tu dis là, il y en a plus d'un à qui ça ferait peur. Je quitte mon emploi, je viens de manger toutes mes économies pour financer le départ. Ouais. Je suis en train de rechercher des fonds, mais j'ai pas encore tout et j'y vais. Donc bravo, ouais. Bah, j'avais une moto 125, que j'ai vendue pour, prendre les sous pour le projet. Là, je vais essayer de faire le maximum pour garder ma voiture, pour qu'à mon retour, ce soit pas compliqué, d'autant que je l'ai bien acheté, donc ce serait dommage, mais je suis prêt à vendre ma voiture pour financer. Mes proches sont prêts aussi à m'avancer un peu de sous. Alors bon, c'est sûr déjà qu'ils vont m'aider un petit peu, en faisant un don, ou voire plus, mais ils sont prêts aussi à me prêter de l'argent pour m'aider et tout ça. Et puis je me dis, si je réduis le nombre d'hôtels sur mon trajet, je ferai des économies aussi. Ouais. Donc, je suis vraiment prêt à ce genre de sacrifice pour la réussite du projet. Parce que oui, pour moi, c'est une question de santé, c'est une question de vie ou de mort, parce que si j'avais rien fait, Ouais, ouais, tu serais il me pas là où resterait aujourd'hui. 10 ans à vivre, Ouais, quoi. ouais. Tu serais sur une autre pente, mais pas favorable. Exactement, Ouais, ouais. exactement. Mais en même temps, voilà, tu as une grosse communauté. Tu avais envisagé une cagnotte, Oui, Ouais? oui, oui. Parce Bah, justement, là, en ce moment, je travaille dessus. Je travaille dessus parce que je veux faire les choses bien, je veux que ça soit clair, je veux pas que les gens, se sentent floués, donc les choses sont parfaitement honnêtes, claires et précises. C'est-à-dire qu'ils savent dans quoi ils mettent les pieds. Je propose aussi des contreparties parce que je trouve que c'est toujours agréable quand on participe à un projet d'avoir un petit retour. Par exemple, il y a différents paliers de dons et à certains paliers, ben, je m'engage à envoyer une carte postale dans un des pays où je serai et je me dis que ça, c'est un peu chouette parce que ça fait un souvenir du don qu'on a fait, et puis je l'écrirai de ma main, ce sera pas quelque chose, d'informatique
Donc ça, je trouve ça un peu chouette ce genre de projet et donc effectivement, il y a cette cagnotte-là qui, j'espère va m'aider à boucler le budget, que je vais lancer très prochainement. D'accord, ouais, super, ouais. Et bah, si elle est lancée avant qu'on diffuse l'émission, tu me donneras le lien pour qu'on puisse la Ah bah, allez, avec un grand plaisir, c'est gentil. et et puis je pense là, il va peut-être falloir que tu prévois un troisième jour de repos pour écrire toutes tes cartes postales donc prendre du temps. Oui, oui. Alors, bah, je te cache pas que pour les cartes postales, je l'ai mis surtout sur les paliers les plus élevés parce que je me suis dit: «Si jamais, dès un don de 2 €, je mets la carte postale, je vais passer mon temps à écrire, les cartes Bien sûr. postales, c'est pas Puis possible, hein». après 2 € pour une carte postale, faut que aussi ça, pertinent pour toi. Oui, Ouais. bah, oui, parce que, une carte postale locale plus les frais d'envoi selon les pays, faut compter à peu près 2,50 €. Oui, donc voilà. Oui, Donc on saura ajuster de toute façon, voilà, c'est ça. dans tous les cas. Et il y a un élément, que j'aimerais bien connaître, c'est, comment tu perçois, le regard des autres? Je connais bien le monde du handicap, on peut voir ta situation comme, une forme de handicap de toute façon et du coup, comment tu vis le regard des autres? Parce que je pense que tu dois, avoir régulièrement les têtes qui se tournent vers toi. Oui, alors c'est une bonne question aussi, effectivement. Alors oui, officiellement, je suis considéré comme handicapé. C'est un handicap qui est à la fois visible, mais pour les gens, ils se disent juste: «Il est gros». Ils se disent pas que c'est un handicap, comme quelqu'un qui sera en fauteuil, on se dit: «Bon, lui, c'est un vrai handicap». On sait que c'est pas pour rigoler, que c'est compliqué, quoi. Donc c'est un handicap qui est visible, mais qui est un peu spécifique. Hem, le regard des gens, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, hem, parce que j'ai vraiment parfois l'impression d'être un animal de foire. Là où c'est le plus compliqué, c'est les moments où je dois être statique et les gens sont statiques aussi. Ça peut être, à la queue, à la poste, ça peut être, dans un supermarché, où là, je vois bien que les gens regardent mes cuisses. Alors je sais que c'est tout le monde n'a pas, tous les obèses n'ont pas ce problème de cuisses-là, qui sont hors normes. Donc je sais qu'il peut y avoir un aspect de curiosité, de surprise, mais c'est pour ça que j'en veux à personne quand on jette un œil. Par contre, les gens qui sont comme ça pendant 10 minutes à me regarder, là je me dis: «Mais il manque plus qu'ils m'envoient des cacahuètes et puis je suis l'animal de dans la cage, quoi». Et ça, je dois avouer que, hem, ça participe pas à la resocialisation. D'accord. Tu vois? Tout à l'heure, je te disais que on pouvait être exclu des bars, des restaurants, des cinémas, des choses comme ça par rapport à notre gabarit. Mais quand on sort et qu'on a l'impression d'être un animal de foire, ça participe pas à aller mieux. Alors peut-être que, comme, peut-être que parfois je me donne des idées. Je me dis: «Tiens, j'ai l'impression qu'ils me regardent et que machin» et c'est peut-être pas forcément le cas. Mais parfois c'est parfaitement clair, et il y en a même certains qui, malheureusement, font des remarques, désobligeantes de temps en temps. Heureusement, c'est ultra minoritaire, mais ça arrive. Ouais, ouais, puis maintenant tu as une certaine expérience, même si ça peut encore faire mal. Oui, Je pense que tu as, déjà le fait ne serait-ce que de t'être exposé au monde, au public, à travers les réseaux sociaux, je pense que déjà tu as acquis peut-être une plus grande sérénité vis-à-vis de ça, quoi. oui, oui. Beh, les réseaux sociaux, alors évidemment, il y a des aspects, positifs et négatifs, ce que tout le monde connaît, mais il y a aussi l'aspect positif de justement de l'acceptation. Parce que je dois dire que j'ai très longtemps hésité avant de m'exposer, alors pour diverses raisons, parce que l'idée d'avoir toujours les projecteurs sur moi, c'est pas forcément quelque chose qui m'attire ou que je recherche tout du moins. Hem, mais le côté, devoir montrer ce que j'essaie de cacher tout le temps, avec des vêtements noirs, avec des vêtements un peu trop larges, avec des et de me dire: «Bon, ben là, clairement, je mets les projecteurs dessus». Ouais, Au début, j'ai hésité longtemps, hein. Alors, au tout début du projet, j'espérais me lancer sur les réseaux en février dernier. Et je me suis lancé qu'en septembre et c'est uniquement cette question-là qui a fait que j'ai repoussé. ouais, la peur de Le regard des gens, et puis on n'est pas fier, mine de rien, parce que, même si c'est d'origine psy et que, beh, ça je maîtrisais pas vraiment, heu dans l'esprit de plein de gens, gros égale je il mange trop, heu et donc c'est de sa faute. Donc je savais très bien que c'est voilà. Donc pas facile à assumer, mais le fait de le montrer et puis en plus, comme je te disais, j'ai une communauté extrêmement bienveillante, et ça aide quand même beaucoup
à accepter les choses et puis, je perds beaucoup de poids ces derniers mois donc ça aide aussi à relativiser, Ouais, bien sûr, ouais, ouais. Oui, puis ta bienveillance attire la bienveillance, que ça exactement, soit positif. exactement. Et il y a un élément aussi que, tu m'avais confié, c'est que c'est pour l'après-défi, quand tu vas être de retour, on t'a déjà, sollicité, je crois que c'est dans le centre de traitement de l'obésité, pour être référent, c'est ça? Exactement, Pour m'en dire un ouais. peu plus? Mon médecin à l'hôpital de Poitiers, m'a proposé de devenir patient expert. Patient expert, je dois te dire que je ne savais pas ce que c'était et en fait, elle m'a expliqué que, les personnes qui, ont un problème, donc moi, c'est l'obésité et qui arrivent à le vaincre, et ben, on peut les solliciter pour venir parler soit à d'autres patients, soit, à l'école de médecine, devant les étudiants, pour leur expliquer notre parcours, pour expliquer notre ressenti. L'intérêt, c'est quoi? C'est que, quand c'est un parcours spécifique, ben, ça permet de voir qu'il y a d'autres options que la chirurgie, que d'autres choses, même si la chirurgie peut être une très bonne option, dans plein de cas. Hem et pour les patients, l'avis d'un médecin, c'est précieux parce qu'il a les connaissances, mais l'avis de quelqu'un qui a l'expérience, ça peut être parfois encore plus précieux parce qu'il se dit: «Lui, il était dans mon cas, il y a pas si longtemps que ça» et c'est pour ça qu'elle m'a proposé de devenir patient expert à mon retour de voyage. Ouais, c'est chouette, ouais, donc voilà, le Mmh. voyage continuera encore au-delà. Exactement et puis ça rentre dans le côté que j'aime beaucoup qui est le partage, et je me dis: «Si je peux aider encore plus de gens, bah, c'est trop chouette». Ouais, c'est ça. Ouais, bah, Je c'est regrette encore moins tout ça. tout à fait, ouais, c'est une super, super dynamique et puis, bah, voilà, c'était effectivement déjà dans le partage et ce sera encore plus et ça, c'est très chouette. Alors pour terminer, cette émission, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont un rêve en tête et qui ont des peurs qui les empêchent de se lancer? Parce que toi, tu avais quand même au fond de toi ce rêve, bah, tout simplement de pouvoir vivre, d'une longévité normale et puis vivre normalement, sans toutes les difficultés que l'obésité peut amener. Donc tu as ce rêve derrière, tu en as même si tu as eu d'autres rêves et que tu réalises et tu as aussi cette, voilà, tu as eu des peurs, enfin, tu as su les surmonter. Alors qu'est-ce que tu dirais aux gens qui pourraient être dans ce cas-là? Alors, je pense que la première chose que je leur dirais à ces gens-là, je leur dirais: «Comment est-ce que tu vas?» Je leur demanderais: Est-ce que tu vas bien?» mais est-ce que tu vas bien vraiment? Pas juste le Mmh. «ça va» qu'on dit le matin, «Est-ce que ça OK. va?» Est-ce que tu vas vraiment bien? Et si la question est «oui», là je lui dirais: «Ose, fais les choses». Ben, ça reprend, le Bah, titre tout du à fait, cours de ouais. mission. Ouais. «Ose» parce que souvent notre pire ennemi, c'est notre peur de l'échec. Alors que l'échec, il peut être juste une étape pour la réussite, le coup d'après. Et la personne qui me dirait: «Bah, ça va pas vraiment», je lui dirais: «Beh, commence par un travail sur ta santé mentale. Commence par aller voir des spécialistes». Parce que quand on a une blessure, quand on a une maladie, on n'a pas de difficulté à aller voir notre médecin, le médecin, qui fait la santé physique. Mais quand on a mal au cœur, qu'on se sent pas bien, qu'on est en dépression, bah, là, on a plus de mal à aller voir le médecin pour la tête, la santé mentale et je lui dirais vraiment la santé mentale, c'est crucial et puis, et une fois que ça, c'est bon, là, je lui dirais: «Maintenant, ose, Vas-y, ouais, vas-y» et accepter que ça parfois ça marche pas. sûr. Ça fait partie du processus. OK, eh bah, je te remercie beaucoup Michael. Je te souhaite un très bon voyage. Continue à impacter le monde comme tu le fais, c'est génial et puis, bah, peut-être qu'on pourrait se revoir après, à ton retour. Ah bah, avec un grand plaisir. Merci Sébastien. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.